Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Réunis samedi 31 août dernier au siège de l'ordre à Yaoundé, le Conseil de l'ordre a décidé de la suspension du port de la robe et de la non-fréquentation des cours et tribunaux du territoire sur toute l'étendue du territoire pendant 5 jours, du 16 au 20 septembre 2019. Cette menace fait donc suite aux nombreuses entraves à l'exercice professionnel et aux atteintes physiques contre les avocats. Le Conseil de l'ordre constate, et ce pour le regretter, que les droits de la défense consacrés par les lois et traités internationaux ratifiés par le Cameroun sont de manière récurrente violés, tant à la phase d'enquête préliminaire qu'à la phase d'instruction du jugement. Equinox-Soir, c'est tout à l'heure la grande édition d'information de 20h présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, c'est le temps du débrief, madame, monsieur. Et tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Violation des droits de la défense vers une opération robe morte. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec maître Achille Lejo. Bonsoir maître. Bonsoir mon cher Serge. Bonsoir également à tout le panel. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement, qu'il me soit également permis. Surtout les avocats. Hein. Justement, les avocats aînés, relativement à moi, bien sûr. Ils vous regardent ce soir, ils sont nombreux. Ah oui, bonsoir à tous les avocats qui nous regardent. Vous avez communiqué là-dessus? Le SDF a pris des positions que vous connaissez bien. Non, on parle des avocats aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Oui. Les résolutions du Conseil de l'ordre sont connues. Ok. Voilà. Juste à côté de vous, maître Augustin Gueffard. Bonsoir, maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir particulier à M. le bâtonnier Patrice Monté, qui revient du Burkina Faso, où il a obtenu avec ses pairs l'acquittement du passe bâtonnier Mamadou Traoré dans le procès d'Yendéré et autres. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ancien bâtonnier, il faut... Oui, l'ancien bâtonnier, c'est mettre à côté. Je dis bien l'ancien bâtonnier, le passe bâtonnier. Voilà. Le plus jeune au grade le plus élevé. Voilà, maître Monté, qu'on salue au passage. Ouais. Voilà. Lui, il arrive au moment où nous projetons de suspendre le port de la robe. J'imagine sa joie mitigée. Ok. Merci. Maître Joseph-Claude Bilika, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous, à un moment, vous avez travaillé avec surtout le bâtonnier Sama de 2012 à 2015. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Avant cela, vous étiez membre du Conseil de l'ordre. Voilà, avec Maître Tabesson. Avec le bâtonnier Tabesson, oui. Voilà. Maître Joseph Claude, vous étiez trésorier, c'est bien cela? Hein? Oui, je suis trésorier, je suis particulièrement content sur aujourd'hui parce que hier, en regardant les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que le Conseil de l'ordre s'était rendu, après la séance du Conseil de l'ordre, s'est rendu sur le terrain que nous avions acquis pendant que j'étais trésorier de l'ordre au niveau de 2036 mètres carrés, qui est un terrain qui est le seul bien immobilier que le Conseil de l'ordre, que le barreau de Cameroun a depuis son existence, et qui a été acheté sans fausse modestie, grâce entre autres à mon engagement en tant que trésorier de l'ordre. Je voudrais dire merci bâtonnier Sama qui m'a fait confiance, et je suis content que, je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit, mais la preuve est là, la vérité finit toujours par triompher. Et je dis bonjour à tous bonsoir à tous vos milieux de téléspectateurs, à mes copanélistes, mes jeunes confrères. Je sais qu'avec eux, nous allons faire des bons débats, des débats assez policés, même comme nous sommes parfois de bords différents dans la vie civile. Voilà. Je reste avec vous, maître Biliga. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Pourquoi cette sortie aujourd'hui? Est-ce que avant, tout ce que vous dénoncez aujourd'hui n'existait pas? Je ne peux pas répondre avec certitude sur votre première question. Oui. Pourquoi cette sortie aujourd'hui? Il n'y a que M. le bâtonnier qui est le chef de l'ordre et le Conseil de l'ordre qui administre l'ordre
qui peuvent répondre à cette question. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit pour la deuxième question, les problèmes décrits aujourd'hui existent depuis longtemps. Et pourquoi vous l'avez pas fait sur votre... Et je tiens à indiquer que c'est au moins la 3e grève, ou rappelant suspension de port de robe, connue par le barreau. La première, vous souvenez, c'était au début des années 90 avec l'affaire Yondo Black, où pendant longtemps, le barreau de Cameroun s'était mobilisé et avait refusé d'aller au palais de justice. La deuxième, c'est celle de Maître Nikui, qui avait été bastonné, maltraité dans un commissariat, un commissariat, dans le commissariat spécial, les gens DGRE, ce qu'on appelait à l'époque CEDOC ou DIRDOC, quelque chose de ce genre. Et cela avait provoqué des réactions des avocats, surtout ceux de Douala. Et nous disons même, c'est parce que cela est totalement vrai, que c'est à partir de cela, de cette action des avocats, que le Code de procédure pénale a permis que les avocats aillent au commissariat, dans les unités du commissariat de gendarmerie pour assister leurs clients. Avant, on s'était un peu toléré. La troisième grève, c'est la troisième suspension de robe, est intervenue lorsque Maître Abbé Solo avait été condamné dans le cadre de l'affaire Non, pas Villiers de Lyoum, c'était dans le cadre de le port autonome, avec l'ancien délégué du gouvernement Étondé Koto. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais membre du Conseil de l'ordre. C'est moi qui avais accompagné Maître Abbé Solo en prison pour le compte Conseil de l'ordre avec tous les avocats, nous étions tous en robe. Et le lendemain, nous avions convoqué une session spéciale qui a eu lieu, je crois, au niveau du club du SUCAM à Douala, avec établissement comme bâtonnier, et on a fait également on a pris une mesure de suspension. Pour vous répondre donc que ce n'est pas la première fois qu'il y a des mesures de suspension de robe que les avocats l'ont souvent fait. Et peut-être que j'ai oublié une autre fois, récemment vous avez vu avec nos confrères du sud-ouest, du nord-ouest, qui ont par exemple passé pendant 1 an, mais je parlais des actions un peu de l'ensemble du barreau de Cameroun. Donc il y a eu des suspensions. Les faits qui sont décriés, oui, ces faits sont réels. Le seul problème, tout à l'heure on va peut-être y aller un peu plus en profondeur, c'est pourquoi à présent, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et là, ça pose un petit problème. Ça me pose un petit problème, dans ce sens que, n'oublions pas que dans quelques jours, il y aura le procès le 6 septembre. Le 6 septembre, ce qu'on peut appeler l'affaire MRC. Et lorsque vous regardez le constat fait par le Conseil de l'ordre dans son procès verbal, on évoque un certain nombre de traitements faits qui découlent, lorsque vous lisez très bien, qui découlent des récriminations faites par des conseils de Maurice Kamto et de ses... On commence par le premier constat, vous permettez, constate le conseil, bien sûr, constate que très souvent le libre accès des avocats à leurs clients dans les lieux de détention, secrétariat d'État à la défense, commissariat de police, brigade de gendarmerie et prison leur est refusé. Oui, mais ça c'est récurrent. Ça, c'est pas particulier à ce cas-là. Oui, à la MRC. Par contre, je pense qu'on a dit qu'il y a des gens, on a parlé des procès où il n'y a pas d'interprétation. Voilà. Là, c'est pour le gars de l'audition et conduite des débats dans les langues autres que celles des personnes poursuivies. Voilà, c'est dans le cas des dossiers nord-ouest ou ouest. Oui. Et il y a d'autres faits où il y a la barrière de la langue. Voilà, la barrière de la langue. Il y a donc d'autres cas où on parle des comparutions pas nues. Oui. On va égrener tout ça. Donc, je veux donc lorsqu'on évoque cela à l'entame, on a comme l'impression que la motivation aujourd'hui, c'est vraiment ça les causes de l'action du barreau. Or, ce n'est pas ça les causes. Les causes sont beaucoup plus importantes et on va y revenir sur la gestion entre autres, les lenteurs judiciaires, le mépris que les autorités, le mépris que les forces de l'ordre ont des avocats dans les unités de gendarmerie de gendarmerie et de police. On aura le temps d'en reparler plus profondément. Mais avec vous, Maître Nguifam, je reviens sur la résolution en elle-même. 13 signataires sur 15. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi les deux autres n'ont pas signé? Oui, les membres du Conseil. Avant de répondre à cette question, je tiens à compléter ce que disait Maître Biliga, le passe-conseil de l'ordre venait de dire. Je peux énumérer 6 cas de grève. Oui, 6 cas de grève déjà. Occasionnés par
les avocats au Cameroun, sous le bâtonnier Ben Mouna. Oui. Il y a eu l'affaire Nope, nommément intitulée affaire Yondo Black. Après l'affaire Yondo Black sous Ben Mouna, il y a eu l'affaire du SDF qui a entraîné l'embastiment du passe bâtonnier Senzeluc, Oui. l'embastiment du passe bâtonnier Sama Francis. Francis, oui. Après eux, nous avons eu le cas sous le règne du bâtonnier Ebanga Ewondo, nous avons eu l'affaire Maître Ebanga. Nekui, non, l'affaire Maître Nekui Barnabé. Après le règne de Ebanga Ewondo, nous avons eu le règne du bâtonnier Etabesson, où nous avons eu affaire à l'affaire Abesolo Etienne. Sous le règne du bâtonnier Nyekamga, nous avons eu naturellement la grève des avocats anglophones, où le port de la robe a été suspendu dans toute cette zone. Et actuellement, nous vivons là une projection de suspension du port de la robe sous le règne du bâtonnier Tchakoute Pati. Oui. Quand tu me poses la question de savoir... 13 sur les 15 membres du Conseil de l'ordre. 13 sur les 15 membres du Conseil de l'ordre. Nous sommes très heureux de savoir que plus de la moitié ont répondu présent. Les deux autres, à ma connaissance, je sais que le secrétaire de l'ordre, qui est très souvent sur Facebook avec nous, se trouve actuellement hors du pays depuis au moins 2 semaines. Pour le cas de l'autre, je ne sais pas, je ne connais pas les raisons de son indisponibilité. Sinon, moi, je suis solidaire de cette résolution. Je regrette seulement que dans l'intimité du Conseil de l'ordre, nous attendions le communiqué sanctionnant cette résolution. Oui. Mais les réseaux sociaux, n'épargnant personne, les réseaux sociaux ont pris le pas sur le communiqué du bâtonnier. Donc, nous tenons compte. Merci. Oh, ok. Il nous a rejoint également sur ce plateau, Barrister Kamwa Limen. You are welcome. Thank you so much, Serge. It's really a pleasure for me to be on a panel of highly qualified lawyers, and I am extremely happy to be here. Voilà, je vais donc enchaîner avec Maître Ledio. Il y a un certain nombre de constats. Hein. On s'attarde d'abord sur le libre accès des avocats à leurs clients. Ça, c'est un phénomène connu depuis longtemps. C'est un phénomène connu depuis longtemps, c'est vrai, mais seulement ces derniers temps, c'est devenu récurrent. Oui. Vous savez que les droits de la défense, c'est ce que certains peuvent appeler le noyau dur des droits fondamentaux. Le noyau dur des droits fondamentaux, et quand l'on se rend à l'évidence compte que ce noyau dur n'est véritablement pas respecté, il y a matière à se questionner. C'est dans cette droite ligne que le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun a essayé de se pencher sur cette problématique pour véritablement prendre ces résolutions, lesquelles nous sommes entièrement solidaires. Nous disons encore que ça en était de trop. Vous savez, l'avocat, c'est le défenseur de l'opprimé, c'est le défenseur de la veuve, de l'orphelin. Que dites-vous quand ce défenseur-là lui-même ne peut pas exercer pleinement sa profession? Et un état de droit comme celui qu'on brandit au Cameroun, si l'on ne peut pas permettre aux personnes qui sont inculpées, je veux dire des personnes qui sont dans des procédures, de pouvoir se défendre, ça pose problème, c'est questionnable. Quand vous regardez le préambule de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996, oui. Le préambule dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès équitable conduit dans le strict respect des droits de la défense. Ça veut tout simplement dire que le justiciable doit être à mesure de se défendre, soit en se constituant un avocat, soit en se défendant lui-même. Et dans le cadre de cette première résolution, on s'est rendu compte tout simplement que les brigades sont devenues des brigades, nos unités de force de l'ordre sont devenues des lieux où l'on ne respecte rien, surtout en ce qui concerne les droits de la défense. Ces hommes de béret rouge pensent tout simplement que nous, les avocats, nous sommes les adversaires, que non. Nous sommes dans la même maison, même si c'est chambre à part, nous sommes dans la même maison.
ils nous voient toujours comme des adversaires. C'est justement pourquoi on arrive à des scènes regrettables du genre porter atteinte à l'intégrité physique des avocats. Nous avons assisté à Uri à des scènes où des avocats sont brimardés, torturés. Il a fallu des actions très fortes du groupe pour que le nombre puisse effrayer ces chefs d'unité. Donc, quand on va continuer, je pourrais citer des cas concrets comme ça, là, de brimade des avocats qui sont les gens dans ces unités. Donc, nous pensons tout simplement que ces résolutions du Conseil de l'ordre sont la bienvenue et nous ne pouvons que tirer un coup de chapeau. Nous sommes solidaires, ma famille politique aussi. Ok. Voilà, Bristan Kamwa, justement, un autre constat fait par le Conseil, c'est que les droits de la défense consacrés par les lois et traités internationaux ratifiés par le Cameroun sont de manière récurrente violés en tant sur la phase d'enquête que au niveau de l'instruction. Il y a surtout cet aspect, l'audition, la conduite des débats dans des langues autres que celles des personnes poursuivies. Vous pouvez nous en dire plus? Okay, I will start by really congratulating the Bar Council President for such a wonderful act and the Bar Council members. You see, it is very, very timely. And it falls in line. I'm working on a thesis on the enforcement of human rights by the judicial authorities in Cameroon. And this comes just to buttress the findings I made that actually, in as much as we sign and ratify international conventions and treaties, in as much as our constitution in its preamble confirms that that Cameroon will observe those rights and it takes precedence to national law, in as much as I've established a criminal procedure code, but we discover that with all those instruments, we still have extreme lapses in the enforcement of human rights. Coming to the question you asked, my colleague... Question de la langue. Yes, my colleague just mentioned the preamble of the Constitution, which goes further to say that the suspect or the accused have the right to fair hearing. Fair hearing is a human right of an accused or a suspect. Now, fair hearing is a broad topic which you can divide now to the language, to the possibility of defending yourself, to the possibility of being to be assisted by a lawyer. You see, when it comes now to the issue of language, which I think the Bar Council has actually pinpointed, it is very important. I practice here in Douala, and you find cases that all the parties are Anglophones. And in court, the president tells you honestly that if you speak in the language you're speaking, I might not understand properly. And you see the role of the lawyer in defense is to make the court to understand, is to ask questions to the client, which will lead to the court maybe declaring him not guilty. And so when the lawyer is facing such a situation, you must speak in French. I am an English-speaking lawyer in Douala. French is not my first language, but I am obliged to always speak in French because I need to communicate with the court. It poses a serious problem. There are Cameroonians, there are Anglophones here who will not speak. They don't speak French, and it becomes a problem. They ask a simple question, the state council asks a question, the prosecutor, and the person goes off and saying something. Right. In that context, can we claim that there was a fair hearing? There isn't. Same goes with Anglophones, Francophones who are in Anglophone section, but you see, there is something very positive about the Anglophones. We always try to speak French. So when a Francophone is in our courts, we always try in as much as possible for him to be heard. And virtually all our magistrates in the Anglophone section, they study in Enam, and the training language is French. So you cannot therefore think that there is fair hearing when a suspect or an accused cannot express himself and be heard. Same goes at the level of investigation. You find judicial police officers who know nothing in English, and so they will ask the suspect a question in French, and the suspect says, "I don't understand," and then they will try to rephrase, and still the sense is not there. Then the lawyer, who is an Anglophone, tries to assist, and then he's being reported by the judicial police officer that le rôle des avocats ici c'est ne que pour assister à l'œuvre du quoi.
You understand? So we cannot, the Bar Council is in perfect order to bring that. Maître Biligan, sur cette barrière de la langue, hein, c'est un véritable problème. Oui, c'est un problème. Je voudrais quand même qu'on relativise un peu ce que vient de dire mon confrère. Oui. Parce que si c'est vrai que nous, les francophones, je veux dire les Camerounais, ont deux langues officielles, français et anglais, il se trouve que lorsque la plupart des personnes qui sont au tribunal ne sont pas forcément francophones. C'est-à-dire que si votre maman, votre grand-mère vient à la barre, elle ne parle pas français. Donc elle est au même problème, elle est au même niveau que le justiciable qui vient, qui est anglophone comme langue maternelle, qui a l'anglais comme langue maternelle. C'est pour cette raison qu'il y a des interprètes au niveau des tribunaux. Il y en a, la plupart du temps, lorsque vous ne pouvez pas parler une langue, généralement, on vous donne un interprète dans la langue dans laquelle vous parlez pour que vous puissiez... C'est prévu par la loi. Je crois qu'ils sont même parfois payés. Donc je crois qu'il y a une somme qui est payée. La deuxième chose, autre chose que vous devez dire également... Si le Conseil de l'ordre ça veut dire qu'il y a un problème. Là, je suis en train d'expliquer la réalité. Je ne suis pas en train de dire que ce que le Conseil de l'ordre a dit est faux. Oui. Il parle d'un contexte bien précis. Je crois que nous, on va suivre le reproche qu'on a fait au tribunal qui a jugé M. Sissoko Ayuk Tabé. Dans le sens que tout le monde tribunal était francophone et les gars ne parlaient pas encore qu'ils parlent beaucoup français. Mais je veux dire que je comprends ça. Mais je suis en train de dire que notre but c'est pas forcément de rester bloqué au niveau des décisions, mais de faire comprendre. Ouais. C'est dans ce sens dont je dis donc il faut qu'on sache qu'il y a des interprètes. Si quelqu'un qui vient du Nord qui ne sait pas parler français et qui est devant la barre, très souvent, il y a des gens qui sont là pour faire l'interprétation. Il y a l'interprétariage. Et en plus, il y a également autre chose. Et mon confrère l'a dit, moi, il m'est arrivé de jouer un peu ce rôle lorsque je suis à la barre. C'est-à-dire que lorsque une personne parle une langue que le juge ne connaît pas, je demande au juge si ça ne gêne pas que je puisse interpréter. Et on a souvent vu des confrères qui, d'une manière bénévole, ont eu à intervenir. Donc je dis, ce que le Conseil de l'ordre dit est vrai dans le cas précis. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des interprètes et que l'État doit pouvoir faire des efforts pour qu'on en ait pratiquement partout, même dans les procès où il y a des gens qui parlent anglais et d'autres parlent français, et il faut impérativement que cela soit fait. Mais je voudrais quand même que les gens ne partent pas ici avec l'impression que lorsqu'on ne parle pas français ou anglais, on ne peut pas être jugé parce qu'il y a des interprètes qui sont préjugés. Ok. M. Gefak, il y a l'obtention des aveux par la torture et le dol. En quelques mots, vous expliquez le dol. Oui. C'est quoi? Ça renvoie à quoi? Serge Alain. Le dol. Le thème que nous avons ce soir, c'est les violations des droits de la défense. Voilà. La question, moi je la poserai autrement. Pourquoi les avocats sont en colère? Voilà. J'ai ajouté pourquoi aujourd'hui, alors que c'est connu depuis. J'y arrive. Oui. Les avocats sont en colère, je vais caricaturer, parce que, figurez-vous que les fonctionnaires de la justice, premier chemin, ils sont gentils, ils sont accueillants, mais vous donnent un résultat qui viole la loi. Le commun de mortel ne verra pas, c'est le spécialiste qui verra. La seule chose qu'il fera, c'est qu'il exercera le droit de recours sans rechigner. Mais lorsque le fonctionnaire de la justice, il est arrogant, il est insolent, il est incompétent, en plus de ces trois griefs, il se couche sur la loi. Voyez-vous, la colère du défenseur, que l'avocat est, la colère du défenseur, je vais employer l'expression de Ségolène Royal, sa colère est saine. Actuellement, notre colère qui s'exprime à travers ces résolutions, notre colère, elle est saine. Figurez-vous que c'est votre frère qui est abusivement arrêté, détenu au CED, secrétariat d'État à la Défense, et qu'un mur est monté, il y séjourne 2 semaines durant. Il faut des communiqués de presse, il faut des pressions des journalistes, pour qu'enfin l'État dise qu'il se porte bien. Qu'un ministre se cache derrière Facebook pour faire des photos et vous présenter un monde où vous en dit le voici. Alors, it's unfair. Le procès n'est plus équitable. Il s'agit de cela. Nous sommes en droit de faire grève. Et puis, la grève ne date pas d'aujourd'hui. Les avocats, ils font grève. Je vais faire un peu de l'histoire. En 1662,
en France, à la suite du précédant le grand dialogue des avocats, les avocats ont fait grève. Sous le chancelier Moupeu, les avocats ont fait grève. Nous venons de démontrer qu'au Cameroun, entre 1987 et 2019, les avocats sont à la 6e grève ouverte pour dire non, il faut que ça s'arrête. Alors, je pense que si nous étions dans une république exemplaire en construction depuis 1987 sous le règne du bâtonnier Ben Mouna, ce minimum serait déjà évacué. Voilà. Donc, il n'y a pas de place pour nous de venir faire la fine bouche, essayer de maquiller ces infractions, en tout cas, ces violations flagrantes des droits de la défense. Nous devons dire non, il faut que ça s'arrête. Dites-vous qu'un magistrat qui arrive à l'audience, il vous refuse de prendre la parole, vous sollicitez le renvoi, il n'entend personne dans un procès pénal, la seule chose qu'il fait, il met le dossier en délibéré. Vous saisissez la cour d'appel, le président, il ferme la porte, vous saisissez le président de la juridiction et vous ne répond pas. Le lendemain, il vient à 16h30 rendre une décision où il condamne les Camerounais. Où est le droit de la défense? Alors, à quoi sert donc l'avocat dans ces conditions? Non, il faut qu'on se reprenne la main, il faut qu'on se regarde, qu'on dise ça ne profite à personne. J'ai cru suivre mon distingué confrère tout à l'heure du RDPC dire que lui, il aura du répondant en face parce que il sait qu'on est de bords différents. Non. Moi, je suis opposant, même pas d'un parti politique. Il faut que ce soit sûr. Je ne supporte pas ce genre de qualificatif, je ne supporte pas ce genre de saupoudrage. Disons-nous les vérités. Si vous êtes au pouvoir, prenez la peine de dire, sans vouloir maquiller, qu'actuellement, ce qui se passe dans le système judiciaire au Cameroun est inacceptable, intolérable, changez de philosophie. Tout le monde entier nous regarde. Tout le monde entier nous regarde. J'ai dit tantôt que le passe-bâtonnier Patrice Monté a été sollicité par un Burkinabé passe-bâtonnier pour venir le défendre. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a de l'énergie. Nous sommes là, à travers cette résolution, en train de démontrer que le barreau du Cameroun doit rester fort. Il doit protéger la veuve, il doit protéger l'orphelin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Maître Ledio, sur l'obtention des aveux par la torture. Justement, Serge, c'est aussi une pratique qui est devenue monnaie courante dans ces unités d'enquête de gendarmerie et de police, beaucoup plus dans les unités de gendarmerie. Je dis parce que en tant qu'homme de terrain, je suis toujours et de tout le temps confronté à ce genre de situation. Je vais rester concret dans mes propos sans trahir personne. Il y a un lieu tristement célèbre au groupement de gendarmerie du littoral de Douala. On appelle là-bas le Kosovo. Quand vous arrivez là-bas, on vous dit voilà le Kosovo. Vraiment, je vous dis, c'est inhumain ce qui se passe là-bas en termes de torture. Et le Cameroun a ratifié beaucoup de conventions et traités internationaux qui ne nous permettent plus de telles dérives. Quand vous regardez l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, quand vous regardez l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand vous regardez le préambule de la Constitution du Cameroun, vous vous dites tout simplement que au Cameroun existe de très beaux textes. Le problème, c'est son application. Ces unités, disais-je tantôt, se sont transformées plutôt en des unités de recouvrement des créances civiles que de faire le travail d'enquête, puisque je veux dire, les droits de la défense doivent être observés et à l'enquête préliminaire et la phase d'instruction et la phase de jugement. À l'enquête préliminaire, nous rendons tout simplement compte que ce n'est pas la torture qu'on obtient certains devant l'avocat qui veut parler. On va vous dire vraiment, maître, attendez le dossier au tribunal. Voilà ce qu'ils nous disent de façon très triviale. Et le dol, parfois, avant que vous n'interveniez dans une procédure, qu'on a déjà
tout pris les aveux au gars par le dol. Le genre, on dit vraiment, le procureur a demandé que si tu coupais, tu dis la vérité, là, vraiment, tu sors, hein, il te fait sortir là. Le gars aussi, très naïvement, dit des choses qu'il ne comprend parce que dans sa tête, il veut tout simplement sa liberté. Quand vous venez vous constituer dans le dossier, le gars vous sort la version suivant laquelle il a dit tout simplement ça parce que l'enquêteur lui a dit, bon, dis ça et puis tu signes. Et quand bien même le gars ne veut pas signer son procès verbal d'audition, on lui dit, bon, tu signes et tu ne signes pas vraiment, le procureur je t'envoie comme ça, hein. Il sort de ces petites intimidations à le gars, donc signe, parfois il y a des têtus qui ne signent pas et c'est comme ça la torture. Bref, nous disons tout simplement que ces résolutions du Conseil de l'ordre participent du redressement de l'État, du visage de l'État de droit du Cameroun. Il faut se dire des vérités. Il ne s'agit pas d'un bras de fer, mais il s'agit plutôt d'interpeller les gouvernants de Yaoundé ici. Laissons nos bords politiques de côté. Il s'agit tout simplement d'interpeller les gouvernants de Yaoundé sur le fait que la démocratie du Cameroun, mieux l'état de droit du Cameroun, elle est malade en termes de consistance, de substance et surtout ce que nous présentons à la communauté internationale. Il est question donc de respecter les très beaux textes que nous avons et les instruments juridiques internationaux que nous avons ratifiés. Tout à l'heure, vous avez parlé de langue française et anglaise, mais je veux vous dire qu'il existe des interprètes, mais le problème, c'est la fidélité de cette traduction. C'est ce qui s'est posé dans le cadre du professeur Camto et autres, puisque le problème, c'est la fidélité de la traduction de la part de l'interprète. Bref, nous pensons tout simplement, comme l'a tout à l'heure suggéré le confrère aîné Maître Biligar, l'État de Cameroun se doit tout simplement de mettre à la justice des interprètes qui sont prêts à faire le boulot. Et même cette justice, il faut se dire, pourquoi même ça arrive aujourd'hui? L'on se rend tout simplement compte que notre justice semble un peu embrigadée, notre justice semble être embrigadée par des forces exogènes qui la directionnent ailleurs. Aujourd'hui, il est très difficile. Là, je passe sous le contrôle de mes excellents confrères qui sont sur ce plateau. Il est très difficile aujourd'hui au Cameroun d'avoir un point de jurisprudence constante sur certaines questions de droit. Aujourd'hui, on peut vous dire que voilà la jurisprudence en telle matière, voilà le point de droit. Mais demain, on vous dit ça a changé, sans que vous ne compreniez pourquoi. Parce qu'il y a toujours... Je veux dire, notre justice, elle est embrigadée, elle est politisée, elle est parfois instrumentalisée pour écraser. Ok. Barrister Kamwa, est-ce que ces aveux-là, obtenus par la torture et le dol, peuvent être remis, tant soit peu, en question? Well, it is important to highlight that the value of police report is informative. Oui. Everything they do at the police station, they get those and sent to the court. The court uses this just as information. Now, it is true that they get some of those declarations with the use of torture, the suspects. I have witnessed occasions, even at the level of the judicial police, and they do it very early in the morning. Oui. At the judicial police, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, that's when they take those guys and torture them. So one morning I came and I heard they were beating somebody seriously, and I called the hotline 1500, and the person who received me told me that je ne comprends pas vraiment l'anglais. It ended. I had been to a gendarme station in Bonamoussadi where they were beating a young guy, he should be a minor, with cutlass on the leg. And what did I do? I went and told the officer that, you know, I'm a lawyer. It is an insult for you to do that when I'm even here, and so you should stop it. I think we lawyers were coming up to take the lead, and it is unfair, and it is what is predominant. It is very unfair to use torture to get declarations from suspects, and unfortunately for some of these suspects, the file is being sent to court and they are not assisted with a lawyer. You understand? Some of the suspects, the files are sent to court and there's no lawyer to ask to bring. Okay, let me come with something very, very important in the two systems. You know, in the common law system, the person who draws the report, police report, is open to questioning in the court. Mm-hmm.
It's open. That the judicial police officer comes with a report, and they cross-examine the lawyers. They ask him questions relating to his report. But here he doesn't. Yes, here he doesn't. And here another issue is that we have the prosecutor, the state counsel, who feels terribly that he is more than the lawyers. And so when he comes and he does what he has to do, he just takes the police report and gives and says those are the exhibits, that is the proof he has against the suspect. You see, when these people cannot be called upon to answer questions relating to the report they do, it becomes problematic. And so it is time, I am in perfect accord with the decision of the bar to see into it that torture is not done. And he rightly said, my colleague said, those are the provisions of international laws, and we keep violating them. And the worst of it is that, you know, the law has put a control mechanism to monitor, to control the duties of the judicial police officers. The immediate control is the boss. So the chief of the brigade commander supervises how the other judicial police officers they carry investigation. But you come to know that some of them are even accomplices to the fact that they should be tortured. Some state councils, unfortunately, even ask for reasons that we don't know that they should do everything to get declarations from the suspect. It is bad. Maître Biliga, Maître Gueffal disait qu'on en sera à la 6e résolution. Est-ce que tout ce que il y a des éléments nouveaux ici? C'est qui est sûr que lors des 5 précédentes, il y a des éléments qui reviennent ici. Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on vous a donné satisfaction? Pourquoi avoir suspendu vos mots d'ordre de grève alors que vous n'avez pas obtenu? Première chose, lorsque vous prenons 2 ou 3 cas, 3 cas de grève, oui. La grève de l'affaire Yondo Black et Kane et autres, je crois qu'on peut être honnête aujourd'hui pour dire que le barreau a joué un rôle dans l'avènement de la démocratie au Cameroun. Cela a résulté de cette levée, cette mobilisation. J'étais avocat stagiaire. Et je me rappelle que nous sommes partis au tribunal militaire pendant pratiquement 1 mois à Yaoundé. Tous les jours, nous y allions. J'étais avec mon parrain, Maître Diop, dans la voiture, Maître 7 et pour Apollinaire. On y allait, on finissait l'audience, on repartait. Et nous, avocats stagiaires, nous avions fait des demandes, nous sommes constitués. Chacun faisait son papier en tête. Et je me rappelle que moi, mon décret était sur la table du président de la République. J'avais Mohamed Batek et Maître Kengoum à ce moment-là. Mais ça ne m'a pas empêché de mettre mon avenir en jeu en disant je suis avocat, je suis solidaire des avocats. Donc on est allé par là et vous avez vu le résultat, c'est que la démocratie donc le multipartisme est arrivé. Voilà un exemple. Je vais prendre le cas de Maître Nekui, qui avait été malmené en Bopi, au BMM en Bopi. Les avocats se sont révoltés et la modification du code de procédure pénale, l'indication qui veut que les avocats assistent les gardés à vue ou bien les personnes, les clients qui y a au commissariat, c'est revenu, ça a découlé de cette grève, de ce mouvement-là. Parce qu'avant, on nous tolérait. Donc pendant un bon bout de temps, les agents de la police judiciaire ont compris que nous devions être là. Mais après, nous sommes devenus un peu comme leurs concurrents, ou bien les empêcheurs de, disons la vérité, de corrompre. Parce qu'il y a la corruption derrière tout ça. Lorsqu'on ne peut pas voir les avocats, c'est parce qu'on se dit qu'ils empêchent qu'on aille donner de l'argent, qu'on fasse ceci. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'est la réalité. Maître, donc vous liez ce premier constat du Conseil de l'ordre. Le premier constat, c'est que très souvent, le libre accès des avocats à leurs clients dans les lieux de détention, secrétariat d'État à la Défense, commissariat de police, brigade, gendarmerie et prison, leur est refusé. Vous liez ça au contexte actuel? Oui. C'est-à-dire au MRC? Oui. Je veux dire qu'il y a... évidemment, moi j'aime faire des comparaisons, hein, le confrère... Est-ce qu'avant l'affaire MRC, les avocats pouvaient
Ça dépend ça dépend du dossier. Oui. Si un dossier a un aspect pénal, non, je veux dire politique, vous avez ce problème. Je donne un exemple banal. En 90, il y avait Sendé, Joseph Sendé, qui était UPCiste, qui avait été arrêté à l'époque, un peu avant 90. C'était dans le 85, 86, 87 par là. Il a fait pratiquement un mois, où je peux me tromper, sans qu'il n'ait pu avoir accès à son avocat. Donc ça dépend un peu de l'infraction ou bien des faits qui vous sont reprochés. Je crois que dans le cas d'espèces, parfois, ils vous disent on va faire l'exploitation. Et ils estiment que s'ils veulent faire l'exploitation, la présence de l'avocat ne leur permet pas de faire l'exploitation. Je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes d'accord sur ce fait. Tout à l'heure, mon confrère ne m'a pas compris. Lorsque j'ai parlé de l'interprétation, je joué de l'interprète. Ce que je voulais faire comprendre, et moi c'est ce que j'aime dire au niveau des plateaux, c'est pas seulement de discuter ou bien d'être en désaccord, mais c'est d'éduquer les Camerounais. Ils doivent savoir que lorsque je vais à la barre, j'aurai besoin d'un interprète. Je peux exiger qu'on me donne un interprète parce que c'est prévu par la loi. C'est ce que je voulais expliquer dans ce contexte-là. Tout en étant d'accord sur les récriminations. Moi, j'ai été j'ai été président de la commission de droits de l'homme au barreau. Si je me mets à vous raconter ce que j'ai vécu ou ce que j'ai appris, vous ne pouvez pas imaginer. Tout à l'heure, mon confrère vous parlait des gens qu'on frappait devant lui, qu'on torturait devant lui. Il y a un confrère, Beth Bissek, Isaïe, qui avait, dans le cadre de la commission, on avait fait une commission qui était chargée d'aller vérifier dans les prisons. On torturait quelqu'un devant lui. Il s'est révolté, il a dit, mais c'est pas possible. On lui a dit, maître, allez, sortez d'ici. Il a écrit, il a envoyé. Mais ce que je voudrais quand même dire, il faut qu'on sorte de ça également. Lorsque nous avons eu tous ces problèmes qui ont eu lieu, c'est récurrent. Lors du mandat du maître et bâtonnier Tabesson, il y a une commission qui a été mise en place, était présidée par le maître, l'actuel secrétaire de l'ordre, maître Mémon Philippe. Et il y avait un mémorandum qui a été fait, adressé à la délégation générale de la sécurité nationale, adressé au secrétaire d'État à la défense. Le secrétaire d'État à la défense, à l'époque, qui était M. Jean-Baptiste Bocam, a reçu ses confrères, avec maître Atanaïs et autres. Et il y a eu une sorte d'accord où on disait, si l'avocat a un problème dans une brigade de gendarmerie, dans une unité de gendarmerie, qu'ils réagissent tout de suite, qu'ils saisissent les autorités. Pendant un bon bout de temps, il y a eu une sorte d'accalmie. Oui. Ça a repris, un peu, je reprends votre question, parce qu'à un moment donné, lorsque l'avocat réagisse, je vous assure, il y a une petite accalmie. Oui. On oublie un peu qu'on nous malmène, qu'on nous torture, et après, ça reprend. Ça reprend. C'est la raison que de temps en temps, il faut qu'on les fasse comprendre qu'il n'y a pas un seul pays au monde où les avocats ne sont pas les leaders. C'est eux qui protègent les défenses. Avant de voter, je demande juste une petite chose. J'aime raconter une anecdote qui est réelle. Lorsque le bâtonnier Ben Mouna et Madame Balabala, qui était présidente de l'Assemblée générale, et les autres, le Conseil de l'ordre, décident de faire ce mouvement de protestation dans l'affaire Yondo Black. Ce monsieur était secrétaire d'État à l'époque, on peut être secrétaire d'État à la sécurité intérieure, l'équivalent de délégué général à la sécurité nationale. Ce monsieur a appelé des avocats, l'a convoqué à Yaoundé. Ils sont restés à la délégation, le bâtiment, dans son secrétariat, pendant pratiquement 3 heures. Quand il est arrivé, il leur a dit, je vous demande d'aller, comme un patron qui s'adresse à ses subalternes, je vous demande d'aller reprendre les audiences. Naturellement, on n'a pas repris. Mais l'histoire veut que ce monsieur, quelques années après, frappe à la porte du barreau. Le barreau, pas rancunier, ouvre les portes. Il a été avocat avant de mourir. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en réalité, c'est une erreur que de penser que les avocats sont des souffres-douleurs. C'est une erreur de penser qu'on peut se passer des avocats. Regardez tous ces hauts cadres, ces ministres, ces premiers ministres, autres qui sont en prison. Chacun, son espoir, c'est sur l'avocat. L'avocat, c'est son dernier rempart. C'est son dernier rempart. Il faut donc qu'on le sache. On nous a dit que les avocats ne marchent pas. Mais si, les avocats marchent.
J'ai suivi une vidéo qui circule cette dernière temps-ci. En Tunisie, les avocats ont eu ils ont eu, je rentre en Côte d'Ivoire lorsque on a fait un standing ovation aux avocats de Tunisie qui avaient marché et qui ont eu le prix Nobel de la paix. Ok, merci. On va donc revenir, madame, monsieur, on va donc observer notre première pause. Dans un instant, le journal de Cédric Noufélé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief toujours, en compagnie de nos 4 praticiens du droit. Ils sont là sur le plateau, 4 avocats. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, madame, monsieur. Si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en compagnie de barista Kamo Alimène, et maître Achille Ledjo, maître Augustin Gueffap et maître Joseph-Claude Biliga. Maître Joseph-Claude Biliga, la rentrée scolaire c'était aujourd'hui. Pour vous, le lycée Blaise de Deido, il fait encore... C'est par hasard que le gouverneur s'est rendu là-bas? Non, c'est pas par hasard. Ce lycée s'est rendu célèbre par un certain nombre de faits divers, malheureusement dramatiques. Les enfants qui sont rackettés, les enfants qui sont assassinés par leurs camarades. Et c'est tout à fait normal que la première autorité administrative de la région du littoral se soit rendue là-bas pour prononcer les mots qu'il a prononcés, qui sont suffisamment forts. Et j'espère seulement que les enfants et surtout leurs parents comprendront que l'école doit être vraiment un lieu où on doit apprendre et non un lieu de banditisme, de raquettes. Et la décision qu'il a prise, la décision forte, où il dit que ceux qui sont exclus seront exclus de la région, me rappelle un peu les années de Brest au niveau de l'université de Yaoundé, lorsque les Chouachot, les Photocam et autres avaient été exclus. C'était pas seulement pour être exclus dans une université, mais dans toutes les universités du Cameroun. Donc je crois que cette mesure, à mon sens, n'est pas mauvaise. Maintenant, il faut tout simplement qu'on fasse tout pour que les enfants ne rentrent pas dans l'enceinte du lycée avec les armes blanches, les armes à feu et autres. C'est ça, c'est le travail qui doit être fait par les surveillants au niveau de l'entrée. Et ça, c'est possible. Maître Nguefa, oui, c'est cette sanction régionale, hein? Oui. On va l'appeler comme ça? Nous allons l'appeler ainsi. Je crois que c'est une pratique qui était déjà en cours depuis l'an passé. Oui. Le gouverneur rend seulement public. L'an passé, j'ai fait le tour de quelques collèges où j'ai causé avec certains enseignants dans le cadre de certaines enquêtes qui m'ont dit que c'était déjà en cours. Donc là, il rend seulement public une mesure qui était déjà presque effective. Nous ne pouvons qu'encourager et interpeller chaque parent à veiller davantage sur le comportement des enfants, à suivre les émissions sauvages de certaines chaînes de télévision. Et puis le reste, je crois que la cité se portera mieux. Ok. Barista Kamo Alimène, lycée bilingue de Deido, on a fait parler de lui, c'était au deuxième trimestre, je crois bien. Hein. Yeah, aujourd'hui, le gouverneur ne se lance pas là-bas par hasard. Yeah, he's not there by accidentally, and we are all grieved by what happened to a student who was killed there. I think measures like this are really they are necessary, and we pray that parents to accompany the administration to see to it that their children actually are law-abiding. Ok. Et vous, Maître Ledjo, vous qui connaissez bien le milieu scolaire, hein? Il faut tout simplement dire que nous prenons acte de cette mesure. Le temps... Donc si on a vu les alentours du lycée, on a nettoyé plein de bars, il n'y a plus tous ces vendeurs-là qui pilulaient autour du lycée bilingue de Deido. C'est autant pour nous de voir, d'apprécier l'efficacité de cette mesure, car si j'avais quelque chose à dire à monsieur le gouverneur, je leur aurais plutôt dit de sillonner les établissements privés laïcs. Les établissements privés laïcs pour que cette sensibilisation puisse atteindre le bas fond. Car, voyez-vous, c'est pas parce que l'année académique passée, nous avons vécu un cas gravissime au lycée de bilingue de Deido, mais je vais vous dire que les armes blanches crépitent beaucoup plus dans les établissements privés laïcs. C'est ce que je voulais dire. Le temps pour nous prenons acte de la mesure, le temps d'apprécier son efficacité. Voilà, Maître Nguefa, cette suspension, pour revenir au
thème principal. Cette suspension du port de la robe qui va de la non-fréquentation des cours et tribunaux sur toute la période de 5 jours, du 16 au 20. Et là, nous sommes le 2 septembre. Oui. Bon. C'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement. Si il y a évolution par rapport à tout ce qui est listé là, Oui. la mesure va tenir. Est-ce que le 16, il y aura toujours ce, entre guillemets, boycott là des cours et tribunaux? Serge Alain, je crois que dans le reportage, vous avez suivi certains membres du Conseil de l'ordre. Oui. Quant à moi, ce que je peux dire, c'est que, souvenez-vous, l'avocat est un philosophe. L'avocat, c'est le penseur de la cité. L'avocat, il est comme cet oiseau de Minerve, ou cet albatros, Oui, l'albatros. qui se balade dans la cité au coucher de la soirée, lorsque tous les animaux sont rentrés en cage, lorsque les hommes et les femmes dorment, lorsque les enfants ont éteint toutes les lumières. Cet oiseau se balade, découvre ce qui a été fait dans la journée, et le lendemain au jour, dit au gouvernant: j'ai pensé, j'ai critiqué, j'ai observé ceci. Si vous changez ceci, ça va s'améliorer. Le disant, Serge, vous constaterez qu'à la lecture de cette résolution, je ne vais pas l'intituler, autant pour moi, résolution MRC, parce que si vous lisez rien que ceux qui ont signé, les membres du Conseil de l'ordre qui ont signé, certains sont militants ou bien avocats attitrés de l'État, d'autres sont des militants du SDF, d'autres du MRC. Je ne pense pas qu'ils ont fait chorus une fois dans la vie juste pour défendre le MRC. Non. Si vous relisez les deux premiers constats, Oui. c'est-à-dire du 7 jusqu'à la non-réponse de certaines correspondances, c'est des faits qui sont déjà passés. C'est derrière nous. Donc le philosophe vient interroger. Le philosophe qui est l'avocat vient dire à l'État: ne recommencez plus. Ce n'est pas bon. La question que nous allons nous poser maintenant, c'est de savoir que va faire le Conseil de l'ordre, ou bien qu'est-ce que le Conseil de l'ordre fera encore. De façon sous-jacente, le Conseil de l'ordre interpelle ceux qui ont la charge de gérer la cité. De dire: vous avez franchi ce premier palier, c'est très grave. Pour les prochaines étapes, faites attention. Je vais donner un exemple. Comment se fait-il que la loi impartisse aux parties 5 jours dans un procès criminel pour déposer leur liste de témoins? Vous verrez certaines listes de témoins avec des noms style graffitis. On va vous dire Gueffard.L. Le jour de l'audience, on ne sait pas si c'est un Gueffard Laurent, on ne sait pas si c'est un Gueffard Lucien. on ne sait pas si c'est un Gueffard Lucien. Ça prête à confusion. Or, nous savons bien qu'il y a, depuis 1972, nous avons un décret sur l'usage de noms et prénoms. Nul ne doit porter de nom autre que celui qui est inscrit dans son acte de naissance. Alors, le fonctionnaire ou l'avocat qui se permet de rédiger une pareille liste de témoins avec des noms abrégés qui prêtent à confusion pose problème. De deux, les magistrats qui vont exploiter ces listes de témoins au gré de leur sentiment ou bien de leur réveil ce jour, ils seront libres de dire: je vais entendre tel ou bien je vais entendre tel. Alors que si vous retournez dans le code pénal, les articles 172, ça encadre bien la comparution d'un témoin. Parce que lorsque le témoin est cité, il n'est plus celui de la partie qui cite, il devient le témoin de la justice. Il est là pour dire la vérité. Donc si on cite par exemple un commissaire divisionnaire, la justice se doit de le faire venir pour éclairer la justice. Si on cite un ambassadeur, il faut que, en respect de la loi, les articles 592 et 593, que l'État prenne sur lui de dire: pour un procès équitable, il faut que celui-là vienne expliquer. Vous faites référence aux ministres qui sont appelés à comparaître? Je n'ai cité personne, je donne un exemple. Mais pour vous c'est comprendre, non, pour vous faire comprendre. Serge Alain. Oui. Vous avez donné l'impression tout à l'heure que cette résolution ne visait que le MRC. Non, c'est pas moi. Voilà, ok. Ou bien certains panélistes. Voilà, je dis non. pas moi. Le rôle de l'avocat, d'abord, le Conseil de l'ordre n'est pas un parti, n'est pas l'avocat d'un parti politique. Il faut le préciser. Nous ne sommes pas là pour défendre un parti politique au Conseil de l'ordre.
Les avocats ne sont pas là pour défendre un individu nommément. Non. Nous défendons la cité. Nous défendons la veuve et l'orphelin. C'est pourquoi si vous prenez ce cas, vous verrez que ça répond à la situation de ceux qui peuvent se réclamer, soit des réparateurs ou bien des sécessionnistes, suivant le langage qu'on entretient. Ça va répondre au cas du MRC, suivant le langage qu'on entretient. Ça va répondre au cas de ceux qui sont poursuivis pour détournement des deniers publics, selon le dossier qu'on gère. Mais seulement l'avocat le conseil de l'ordre, qui est le gardien, qui est le penseur de la société, se doit de dire au gouvernement, faites attention, moi en tant que contre-pouvoir, ceci n'est pas bon. Donc pour la suite, ceux qui ont la charge, et là j'interpelle le garde des Sceaux, le secrétaire d'État à la Défense, le patron de la police, de réviser la philosophie. C'est trop militaire. Ok. Oui, maître. D'abord, Barista, si rien ne change jusqu'au 16. Well, in my humble opinion, I don't think... Par rapport au timing, on peut comprendre le timing. C'est 2 semaines. Vous donnez... les avocats vous donnez 2 semaines à l'État du Cameroun pour faire quelque chose, c'est ça? Lawyers are very smart people. And I think the time limit is to maybe see if the government is acting in good faith. Oui. But be rest assured that in my opinion, the strike is going to be effective. Because... Oui. On se souvient que la grève en octobre 2016, les avocats, on voit où on en est aujourd'hui avec la crise anglophone. Yeah, because the government did not react properly. They use violence on lawyers, which is unacceptable. But in this case, as I'm saying, I think the Bar Council has given enough time to the government to react. De faire quelque chose. 2 semaines. I think, but vous donnez 2 semaines au gouvernement. I am pessimistic equally that the government cannot do anything within 2 weeks, and it is very important that lawyers go on strike. That we should really go on strike. Même si quelque chose est fait, vous allez toujours faire robe morte le 16. To me, we should not just say things and then nothing can be done within 2 weeks. That will be very concrete. Okay. I think we should go ahead to make them understand that when we say we are going on strike, we actually can do it. Because if we stop it at this point, that okay, they have done, it's a game we will start to play. So I think that it is right that even if the government has to do something, if they do something, we should maintain those 4 days, at least for the gendarmes and the police to understand. Oui. Because one of the biggest problems we have is the gendarmes and the police. So they should understand that we can decide and things happen. Maître Biliga. Oui. Maître Kamwa semble, il dit, même si il y a des avancées, il faut ce mouvement, le 16. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire sur ce plateau. Oui, on vous comprend. J'ai été membre du Conseil de l'Ordre. Oui. Il y a la réserve qui... J'ai eu à gérer comme membre certaines décisions du Conseil de l'Ordre, parmi lesquelles des grèves. Oui. C'est parfois un couteau à double tranchant. Il faut que ça soit noté de cette manière-là. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas par hasard. Et là, je suivais le président de la Commission des droits de l'homme, Maître Bissou, le dire. Je l'ai d'ailleurs dit sur un autre plateau. Que c'est pas par hasard que le Conseil de l'Ordre s'est donné 2 semaines. Dans les autres cas qu'on a cités, la décision de prendre, l'effectivité de la menace a eu lieu au lendemain de la rencontre. C'est-à-dire le jour où on a dit, dans le cas de Maître Abessolo, que les avocats vont en grève illimitée, c'était le lendemain qu'on a fait. C'est-à-dire on n'a pas donné un temps au gouvernement. Ouais. La réaction du gouvernement a été... 2 semaines. Oui, mais cette fois-ci on a donné 2 semaines. Je crois que ces 2 semaines c'est un appel au gouvernement pour leur dire, écoutez nos cris. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit tout récemment que on a vu dans les réseaux sociaux qu'il avait saisi ces magistrats pour leur demander de proposer les solutions. Les chefs de cour. Pour les chefs de cour, pour le désengorgement des prisons, pour l'accélération des procédures. Lorsque vous regardez cette résolution du Conseil de l'Ordre, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui entravent la bonne marche de la justice. C'est des appels. Moi, je pense que l'administration doit pas se dire, oui, c'est un défi que le Conseil de l'Ordre nous lance, c'est le défi que les avocats nous lancent, on va attendre. Non. L'expérience de 2016 est là pour nous rappeler que le dialogue est une chose très, très importante et très bonne. Donc, moi, je pense que c'est... 2016, vous faites évocation. Je pense que... Vous
parlez là je parle de 2016, d'avocats anglophones. Oui, octobre 2016. Voilà, je pense que la perche tendue qui a été faite doit être prise au sérieux. La menace aussi. Et que le gouvernement essaye de trouver une solution. Lorsque l'affaire Abbé-Soleil est arrivée, je me rappelle que le ministre, vice-premier-ministre d'État chargé de la justice était à Abuja. Oui. Quand il a pris cette information... Amadou Ali ? Amadou Ali. Il est parti d'Abuja. Il nous a convoqués au ministère, à la chancellerie. Et quand il est arrivé, il était courroucé. Il était fâché parce que, en fait, il n'a pas vu venir. Et c'est le reproche qu'il nous a fait. Je suis là, vous aurez bien pu venir me voir pour qu'on puisse trouver des solutions. Dans le cas d'espèce, lorsqu'on lit le communiqué de, je veux dire, la résolution, on se rend compte qu'il y a des démarches qui ont peut-être été entreprises, il y a des correspondances qui ont été rédigées, mais qui n'ont pas abouti à quelque chose. Je pense que il faut qu'on trouve du temps pour que pendant ces 2 semaines, que le gouvernement descende de son piédestal, rencontre des avocats pour qu'on discute et qu'on trouve des solutions aux problèmes du Cameroun. Parce que lorsque vous suivez, vous continuez à lire, lorsque vous lisez ce procès verbal, je veux dire cette résolution, il y a une deuxième étape après le 20. Oui, il dit... ainsi, qu'à l'expiration de cette période, d'autres mesures pourraient être prises s'il y a lieu. On peut descendre en robe. Imaginez-vous que 2000 ou 3000 avocats en robe descendent. Là, voilà. Ouais, à Yaoundé. Sur Yaoundé. Vous allez tirer sur eux? Vous ne pourrez pas. Parce que, non, vous ne pourrez pas tirer sur eux. Moi, j'ai suivi, je vous rappelle tout à l'heure, on a parlé de la Tunisie. En France, j'étais en France, à Montpellier, lors de la conférence nationale des barreaux de France. Et cette période-là, le président de France était le ministre de l'économie. Il avait pris une décision que les avocats estimaient comme étant une décision qui avait pour finalité, en fait, de tuer le métier d'avocat. De métier de profession judiciaire d'une manière générale, avocat, notaire et autres. Et c'était Mme Taubira qui était... Christian Taubira qui était ministre de la Justice. Des avocats sont descendus en robe. Il faut quand même qu'on le rappelle de temps en temps. Ils sont descendus en robe, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, là où mon confrère Gueffal l'a si bien dit, lorsque les droits sont bafoués, la descente, les marches constituent également une forme de protestation qui doit être. Même moi, je dis, apprenons de nos échecs, entre guillemets, ou des choses qui ont eu lieu avant, notamment cette histoire de grève des avocats anglophones en 2016, et ne répétons pas ces mêmes erreurs. Okay. On a 2 semaines pour pouvoir nous asseoir, pour pouvoir comprendre les cris des avocats et trouver des solutions pour que la justice soit une justice. Rapidement, Maître Ledjo, pour sortir, 30 secondes. 30 secondes, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire que si d'ici au 16, rien n'est fait, je pense tout simplement que le Conseil de l'ordre reste encore maître des mesures appropriées à prendre en temps opportun. Mais seulement, si cette démarche est celle de vouloir redonner le blason à la profession d'avocat, si cette démarche est celle de vouloir donner le libre accès, la liberté à la profession de l'avocat, je prends tout simplement le chantier, il est long, il est ardu, car, voyez-vous, il y a beaucoup de pratiques que l'on observe dans nos unités de police et de gendarmerie qui n'ont rien à voir avec nos textes qui réglementent la chose. Je vais prendre peut-être 3 cas comme ça. Non, pas trois. Quel est le texte actuellement au Cameroun qui permet de dire qu'un avocat doit donner une lettre de conscience dans une unité de gendarmerie ou d'un commissariat? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de convocation des réceptions? C'est tout simplement pour contourner le mandat d'amener du procureur. Quelqu'un est dans son bureau, on vient vous prendre pape, suivez-nous rapidement. Alors que l'article, je veux dire l'alinéa 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques vous dit que toute personne interpellée doit connaître les raisons de son interpellation. Donc, moi, je dis tout simplement qu'au Cameroun, c'est une affaire c'est une affaire d'application des textes. Et les unités de gendarmerie, de commissariat ne doivent pas être des lieux de recouvrement de créances. J'interpelle là-dessus le ministre de la Justice, le secrétaire d'État à la Défense, le patron de la police pour que
ces petites bavures-là ne puissent ne plus l'être. Merci, on va sortir avec cette en conséquence. Invite cette résolution, dit invite les représentants du bâtonnier territorialement compétents à veiller à l'exécution de la présente résolution. Concrètement, à quoi s'exposent les contrevenants? C'est-à-dire que le 16, si on trouve des avocats dans les tribunaux et cours en robe, ils s'exposent à quoi? Serge Alain, avant de vous répondre en un mot, oui, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Je vais rappeler l'histoire. Les avocats non, pas l'histoire. Non, les avocats oui, les avocats comme ne sont pas là pour défier l'État. Oui. En tout temps, il faut une entente, il faut un dialogue. C'est pourquoi nous, le Conseil de l'ordre, demande à ses démembrements de veiller au respect strict, parce que certains avocats peuvent dire ils vont faire alliance avec le pouvoir et défier la mesure du Conseil de l'ordre. Oui. Voilà. Ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés. Ok, ils seront sanctionnés. Ouais. Ok. Merci, cher monsieur. Merci, Baristan Kamwa. Merci, Joseph Claude, Maître Biliga. Merci, Maître Ledio. Merci, Maître Ngefak. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Delman Bouka.